pourquoi et comment donner un nouvel élan à la santé publique en France. Vous voulez peut-être nous aider à décrypter cette session, Madame? Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est vraiment beaucoup d'émotions d'être ici aujourd'hui dans ce très bel amphithéâtre et je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Alors je ne vais pas commencer par vous parler, moi, on va dire, simplement de la France uniquement, pas seulement non plus de l'expérience Covid passée ou actuelle. Ce que je voudrais, c'est vraiment parler de santé publique au sens large. La santé publique, telle qu'elle a été finalement définie par l'OMS, il y a très longtemps déjà maintenant, ils ont essayé de déterminer finalement quelles étaient les prérogatives essentielles de la santé publique à travers 32 items hiérarchisés. Et le premier de ces items, c'est la surveillance sanitaire. Parce que sans surveillance sanitaire de qualité, c'est tout le système qui s'écroule. Sans surveillance sanitaire de qualité, on ne peut pas donner l'aide à la décision que nos politiques attendent de nous. Tout est biaisé. Donc je vais peut-être évoquer quelques points qui seront sans doute débattus et discutés plus tard. Tout d'abord, cette santé publique, elle n'est pas française, comme il n'y en a pas une allemande, espagnole ou italienne. Elle est bien sûr hors frontières. Elle doit se décrire au minimum à l'échelle européenne, peut-être même au-dessus. Et en tout cas, il doit y avoir une harmonisation. Parce que c'est forcément, vu que les pathologies, elles, n'ont pas de frontières, forcément, il faut qu'il y ait une coopération, une collaboration internationale. C'est juste indispensable dans ce domaine. Ensuite, et dans le cas particulier des pathologies qui sont transmissibles, il faut que notre organisation elle soit réactive, elle soit agile, au plus près finalement des territoires et des populations. Alors, par exemple, ça peut se traduire par des systèmes sentinelles qui existent et qui marchent très bien, qui ont prouvé leur efficacité par le passé et qui permettent justement la collaboration de plusieurs professionnels de santé autour d'un même axe de santé, que ce soit donc les libéraux, les hospitaliers, les paramédicaux, mais aussi les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens dans tous les territoires. Donc ça a vraiment prouvé son efficacité par le passé. La surveillance sanitaire, elle doit aussi s'appuyer sur des indicateurs. Alors ces indicateurs, qu'ils soient cliniques ou biologiques, ils doivent nous permettre en fait d'anticiper la crise. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, ces indicateurs? On peut aussi se demander si l'égrainage quotidien du nombre de décès, de personnes admises dans les services de réanimation, dans les hôpitaux, est-ce que ça n'a pas un côté anxiogène? Est-ce que ça n'a pas un côté contre-productif eu égard aux politiques de prévention? Je pense qu'il y a des partisans, des opposants, on pourra probablement en discuter. Ensuite, et ça c'est très important, la surveillance sanitaire, elle doit s'appuyer sur les nouvelles technologies. Donc sur l'intelligence artificielle, sur les modèles in silico, sur les algorithmes, tout ce qui doit nous permettre de passer au-delà finalement du simple système préventif au système prédictif. Alors cette santé publique, c'est vraiment vaste parce que c'est ce qui nous permet finalement de prévenir les pathologies, de prolonger la santé, la vie, et puis de promouvoir cette santé. On voit tout de suite que c'est extrêmement complexe, multidisciplinaire, et que ça implique forcément de pouvoir travailler tous ensemble. Ça, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. On parle énormément de transdisciplinarité. Mais s'il y a un domaine dans lequel c'est incontournable, c'est bien la santé publique. Parce que, bien sûr, bien au-delà, finalement, de tous les personnels de santé, pour que cela puisse faire leur travail, on a besoin aussi de plein d'autres choses tout autour. On a besoin des ingénieurs qui vont nous permettre de pouvoir optimiser les données des bases de données que nous avons. Nous avons besoin de toutes les sciences économiques et sociales, des économistes qui nous font en fait optimiser le système de santé, qui nous permettent d'élaborer des politiques publiques de santé pertinentes. Donc tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Et force est de constater pour le moment que c'est bien compliqué, que c'est balkanisé, que c'est silotisé, qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la culture, on n'a peut-être pas les structures non plus. Et peut-être que, quand on parle finalement, est-ce qu'on peut et comment booster la santé publique en France, si on pouvait avoir dans chacune de nos régions des instituts de santé publique, comme celui qui est à Bordeaux, eh bien peut-être qu'on pourrait effectivement à ce moment-là faciliter, harmoniser le travail de chacun et pouvoir finalement travailler tous ensemble de façon beaucoup plus optimale finalement. Et puis après le décliner dans une déclinaison territoriale de proximité. Donc voilà, pour moi finalement la transition elle est toute faite parce que je vais pouvoir passer la parole à monsieur le professeur Manuel Tenon-Delara qui est à la fois médecin et président de l'université de Bordeaux où il y a l'ISPED. Voilà. Très bien. Vous voulez rajouter ou vous conclurez Non, Manuel Tenon-Delara. Écoutez, merci beaucoup.
moi, je pense que je suis ravi que cette question soit posée et qu'avec les experts de santé publique, cela soit discuté. Parce qu'on est dans un pays reconnu pour sa médecine, son excellence dans le domaine de la santé, mais on est aussi un pays de paradoxes. Et on est un pays de paradoxes en termes de santé publique. On a des indicateurs de vieillissement qui indéniablement montrent un progrès incroyable, mais des indicateurs de vieillissement en bonne santé qui ne sont pas très bons. On a des inégalités de santé dans le territoire. Et la crise Covid a bien illustré cette espèce de paradoxe, cette force à déployer, à mobiliser l'ensemble des hôpitaux français, à transporter des malades d'un site à un autre, mais une difficulté avec la prévention, une difficulté avec les comportements, une difficulté avec une forme de culture de santé publique que nous n'avons pas. Et effectivement, bon, ça, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit auparavant. J'ai lu avec attention la tribune du Monde des collègues en santé publique. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une réflexion. Alors, je ne sais pas si c'est après le Ségur, le ministre nous le dira, mais en tout cas, c'est le moment de sortir des frontières et de la médecine en soi. La santé publique, c'est de la mathématique, c'est des sciences sociales, c'est des sciences du comportement. Et si on ne s'approprie pas cette multidisciplinarité, on ne répondra pas à la question pour la société. Et on voit bien que l'université doit pouvoir répondre face aux besoins de décision politique. Et ça, c'est une démarche que l'on doit avoir. Et je pense effectivement que quand on se compare à d'autres pays qui d'ailleurs investissent beaucoup plus dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la prévention, et qui dépassent aussi le seul champ de la santé. La construction de routes, c'est aussi une approche de santé. Eh bien, je crois que aujourd'hui, une crise, elle illustre les forces et les faiblesses, et elle amène à réfléchir, comme le disait Patrice Diot. Et nous, on est convaincus que cette réflexion doit se faire aujourd'hui sur ce sujet-là. Très bien, merci beaucoup. Voilà, vous avez donné l'un et l'autre les repères pour la table ronde. Nous allons vous montrer donc, comme je vous l'ai dit, le film. Nous allons lancer dans quelques instants le film. Nous avons traité avec Antoine Flahault les modèles de développement de la santé publique en Europe et dans le monde. Antoine Flahault, j'ai fait cet entretien il y a quelques jours et il nous a reçus depuis son domicile de Genève. Bonjour et merci Antoine Flahault de nous recevoir depuis votre bonne ville de Genève. Vous n'avez pas pu quitter malheureusement pour nous rejoindre à Paris le 24 septembre. Antoine Flahault, vous dirigez plusieurs équipes de recherche en santé publique. Vous êtes le directeur de l'Institut de santé globale de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Vous intervenez également à Zurich et dans de nombreuses grandes villes européennes. Notre entretien de ce jour enregistré, je le précise, le 15 septembre 2020, porte sur les modalités de développement de la santé publique en Europe et dans le monde. Notre entretien ouvre le grand colloque médecine, santé, sciences au cœur de la société de la Sorbonne. D'abord, Antoine Flahault, ma première question pour introduire notre rencontre et que notre auditoire. Comment exercez-vous la santé publique et quelles ont été vos motivations professionnelles? Ce sera ma première question. Merci, bonjour, merci de cette invitation. Vous savez, je suis un peu tombé dans la santé publique comme Obélix dans la marmite de la potion magique. C'est-à-dire que je suis le fils d'un médecin de l'OMS, d'un médecin de santé publique. Donc mon propre père, qui est toujours en vie et qui vit à Genève d'ailleurs, a fait toute sa carrière à l'Organisation mondiale de la santé. Et la santé publique, dans notre famille, ma mère était médecin scolaire, donc vous voyez, de génération en génération, la santé publique n'était pas ce parent pauvre que j'ai pu connaître lorsque j'ai fait mes études de médecine, n'était pas cette
discipline peu attractive pour la plupart de mes camarades de promotion. C'était au contraire une discipline noble, une discipline qui me faisait envie et qui m'a fait envie de faire de la santé publique. Et donc la santé publique, c'est essayer de résoudre ou en tout cas d'apporter des solutions aux grands problèmes de santé dans le monde et pas simplement par le soin individuel, qui est extrêmement important et qui a conduit à tous les progrès que l'on a connus, mais qui aussi essaye d'envisager la santé dans ses différentes facettes, qui d'ailleurs ne sont pas uniquement médicales, mais sont assez pluridisciplinaires, voire plurisectorielles, qui intéressent l'environnement, qui intéressent le climat, qui intéressent la nourriture, la nutrition, etc. Pourquoi nous dites-vous en introduction de notre entretien, de notre discussion, pourquoi nous dites-vous avec peut-être une forme de regret ou de pessimisme que la santé publique aurait moins d'attrait qu'elle n'en avait quand vous étiez jeune, que vous êtes entré dans la profession? En fait, c'est vrai que quand je suis entré dans les études de médecine, la santé publique, pour moi, avait beaucoup de lustre. J'ai gambadé dans les couloirs de l'Organisation mondiale de la santé quand j'étais petit, et la santé publique, pour moi, était ce mélange très cosmopolite d'expériences sanitaires et qui visait à faire le bien, à apporter des solutions qui apportaient la santé aux différents peuples dans le monde. Et donc, c'était quelque chose de tout à fait noble. Mais quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai remarqué que les services de santé publique étaient souvent dans des locaux vétustes, dans des sous-sols, peu éclairés. C'était souvent une discipline boudée par mes collègues. Ils n'allaient pas au cours, ils ne s'intéressaient pas toujours, ce qui n'était pas tout à fait exact, parce qu'on a eu de très bons professeurs de santé publique à la faculté de médecine à Paris où j'étais, et qui ont su apporter ce niveau d'attraction que je commençais un peu à déplorer. Mais après, quand j'ai choisi l'internat de santé publique qui venait de se créer en France, eh bien, c'était pas du tout la discipline la plus choisie. Il y a d'autres disciplines qui sont aussi pas très attractives pour les étudiants en médecine, hein. La santé publique n'en est pas la seule, mais c'était de loin pas la plus attractive, ce qui m'a d'ailleurs servi, puisque j'ai pu la choisir facilement, mais c'était une surprise pour moi, parce que je n'avais pas cette idée de la santé publique qu'avaient un certain nombre de collègues médecins. Par ailleurs, je peux comprendre que quand on fait sa médecine, c'est souvent pour soigner, c'est pour être parfois même un peu le docteur Schweitzer, si l'on s'intéresse à la santé globale. Mais ça n'est peut-être pas pour faire de la santé publique de population sans activité clinique. La formation médicale est très orientée sur la clinique et très orientée sur la clinique hospitalière. Et vous qui avez cette vision très globale, dès à présent, on peut se poser cette question pour entrer dans le vif de notre sujet. Vous avez l'impression que c'est très français, remarque sur notre pays, sur la France, où c'est assez partagé, ce retrait vis-à-vis de la santé publique? Oui, c'est assez français. En tout cas, en Suisse où je suis, alors je suis à Genève, qui est la ville qui accueille le siège de l'Organisation mondiale de la santé, mais pas simplement. Il y a aussi le siège de MSF International, il y a aussi le siège du Fonds mondial ou de Gavi. Donc il y a dans cet endroit peut-être particulier de Genève, une sorte de culture de santé publique, de culture de santé globale qui n'existe peut-être pas partout dans le monde. Mais je sais par mes collègues canadiens, mes collègues belges, que la santé publique a plus de lettres de noblesse, on va dire, dans ce type de pays, ou alors même aux États-Unis ou en Angleterre, où la santé publique est véritablement, je dirais, un parcours souvent choisi, y compris par des médecins cliniciens pour parfaire leur formation. Et je ne parle pas de pays nordiques comme la Suède, par exemple, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est un pays où la culture de santé publique est vraiment extrêmement forte au sein de la population. La population suit les avis de santé publique, la population adhère beaucoup au programme de santé publique, et d'ailleurs les indicateurs de santé sont excellents dans ces pays nordiques. Quel est l'état justement à ce niveau de notre conversation? Quel est l'état de la santé publique dans le monde, en Europe actuellement, alors évidemment en France? Est-ce qu'on peut dresser
pour entrer dans le vif du sujet et dresser un schéma global? Alors, globalement, je dirais que la santé publique est peut-être un des secteurs qui se porte le mieux dans le monde. Je vais peut-être vous surprendre parce qu'on ne parle que de mauvaises nouvelles, de trains qui arrivent en retard, de pandémie en ce moment, mais les acquis de la santé publique sont absolument considérables. Je ne vais pas m'étendre dans cet entretien, mais je vais en citer 4. Je vais dire que l'espérance de vie a doublé dans tous les pays du monde depuis 1870. C'est-à-dire que finalement, en un peu plus d'un siècle, on a réussi à faire doubler. Vous vous rendez compte, c'est pas la bordure du trait. Si l'on regarde les maladies, on s'aperçoit que la variole a été éradiquée. A été éradiquée en 1980, en pleine guerre froide. Alors que tout le monde pensait que ce serait extrêmement difficile, c'était une maladie qui a tué, tenez-vous bien, 300 millions de personnes au seul XXe siècle. 2 fois plus que toutes les guerres et famines de ce siècle, pourtant le plus meurtrier de l'histoire. Donc la variole est une maladie que l'on aurait encore sur les bras aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les efforts de santé publique conjoints, coordonnés par l'OMS à l'époque pour l'éradiquer. On est d'ailleurs très près de faire la même chose de la poliomyélite, puisque alors qu'il y avait, vous savez, dans la fin des années 80, il y avait 350 000 paralysie, en particulier chez les enfants, due à la poliomyélite dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, qui ont encore quelques cas et quelques poches de réfractaires à la vaccination dans cet endroit du monde. Donc, on a des efforts qui ont porté beaucoup leurs fruits. Et le dernier exemple que je donnerai, parce qu'il est plus récent encore, il concerne les 30 dernières années, on va dire. Dans les 30 dernières années, on a réduit de 50% la mortalité infantile des moins de 5 ans, des enfants de moins de 5 ans. Et ça aussi, c'est considérable, et ça, c'est surtout au profit, au bénéfice des pays les plus pauvres de la planète. Donc quand on se dit parfois qu'on n'a pas de solidarité, que c'est chacun pour soi, que les pays riches tirent toujours la couverture vers eux, c'est sans doute vrai dans beaucoup de cas, c'est vrai dans beaucoup de secteurs, mais dans le secteur de la santé publique, les efforts conjoints, les efforts multilatéraux ont énormément porté leurs fruits. Alors, après, si je veux mettre quelques bémols, non, pardon, juste pour revenir sur l'Europe, si je veux porter quelques bémols, je dirais que si l'on prend les indicateurs de santé, la France, par exemple, a une très bonne espérance de vie. Et ça, c'est bien à mettre au bénéfice, peut-être pas de la santé publique, mais peut-être de la médecine. En revanche, l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire la capacité d'un pays à mener son peuple le plus tard possible, après 75 ans, sans incapacité, eh bien, est médiocre en France. J'emploie le terme médiocre parce que elle est vraiment à la moyenne des pays de l'OCDE, mais elle n'est pas dans le top 5 ou le top 3 comme elle peut l'être pour son espérance de vie. Autrement dit, on est capable de mener très très loin des générations de Français. On n'est pas capable de les mener très très loin en très bonne santé, comme c'est le cas par exemple dans des pays comme la Suède ou la Norvège que je prenais tout à l'heure. Donc je crois qu'on a des marges de progression à faire parce que pour mener les gens en très bonne santé le plus longtemps possible, là, ça n'est plus la médecine qui joue, c'est surtout la santé publique, la prévention, la promotion de la santé, l'éducation pour la santé. À quoi cela tient-il justement, Antoine Flahault? Quelles sont, vous évoquez les forces et les insuffisances que l'on distingue bien, quelles sont finalement les explications? Et cette crise que nous connaissons de la Covid-19, que nous enseigne-t-elle selon vous? Alors, ça tient évidemment de très nombreux facteurs. L'un des facteurs principaux de l'élévation du niveau de santé, c'est l'élévation du niveau de vie, c'est le revenu que les foyers peuvent avoir, c'est aussi le niveau d'éducation. On le sait, plus les gens sont éduqués et plus leur santé est bonne. Donc on a clairement des facteurs très composites, très complexes qui sont les drivers de la santé. Et on ne peut pas pointer du doigt simplement une discipline ou simplement un élément. Cela dit, je pense que on a sans doute des efforts à faire en matière de prévention et de promotion de la santé. Je me souviens d'un président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait dit à Blétrand, lors d'une de ses allocutions,
j'étais à l'époque le directeur de l'école des hautes études en santé publique, donc j'ai assisté à ce discours en personne. Il avait dit que les efforts de prévention étaient trop faibles dans notre pays, qui représentaient de l'ordre de 5% des dépenses de santé, et qu'il voulait, dans son quinquennat, doubler ces dépenses de santé. Et j'ai relevé d'ailleurs que ça n'a pas été le cas. À la fin de son quinquennat, la proportion est restée de 5 ou 6%. Il n'y a pas eu d'augmentation très significative de la part des différents gouvernements en France pour véritablement faire un effort en matière de prévention. On dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. En réalité, on sait très bien guérir. On a mis beaucoup de moyens pour guérir et parfois d'ailleurs avec un certain gaspillage. L'OCDE a chiffré à 20% les dépenses inutiles en matière de santé. Si ces 20% étaient alloués à de la prévention, à de la promotion de la santé, à de l'éducation pour la santé, alors je pense en effet que l'on pourrait avoir des marges substantielles d'amélioration de l'état de santé des Français. Vous parliez des 5-6%, c'est la part de la santé publique, de la prévention dans l'ensemble des dépenses de santé en France. Et dans les autres pays, c'est différent, Antoine Flahault? Alors, oui, c'est une très bonne question parce que non, ça n'est pas très différent. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'investissements en matière de prévention un peu partout dans le monde qui soient très supérieurs en matière de part des dépenses. On a énormément privilégié les soins. Alors, je pense que certaines personnes pourront critiquer, en tout cas mettre des bémols à ce que je dis, parce que au sein des dépenses de prévention, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas d'ordre sanitaire. Si vous améliorez les infrastructures routières, vous faites de la prévention routière, vous faites de la prévention de santé publique. Si vous faites, par exemple, comme c'est fait en Suède, la nationalisation de la vente de l'alcool, vous faites des mesures, vous prenez des mesures de santé publique. Lorsque vous améliorez le niveau de vie, vous faites de la prévention en santé publique. Par exemple, à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, il n'y a pas de paludisme. Il n'y a pas de paludisme. Pourquoi? Parce que ces endroits sont extrêmement développés. Donc le développement économique concourt à la santé publique. Il est vrai que certains pays, en particulier les pays nordiques dont j'ai beaucoup parlé, ont investi davantage en matière de prévention et de promotion de la santé que le nôtre. Et que les pays qui ont investi davantage ont plutôt des meilleurs indicateurs, non pas d'espérance de vie, mais d'espérance de vie sans incapacité. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si l'on investit davantage en santé publique, de façon assez large, pas simplement dans le secteur uniquement purement sanitaire, comme je l'ai dit, alors on engrangera des fruits, en particulier de vie en bonne santé, ce qui est quand même, à mon avis, ce que beaucoup de Français probablement souhaiteraient. Quelles sont, Antoine Flahault, les parts de responsabilité des uns et des autres? Alors je pense évidemment aux experts, mais également au gouvernement et aux citoyens eux-mêmes, selon vous. Et ma seconde sous-question serait, est-ce qu'il y a une crise de l'expertise en la matière? Vous savez, on le dit souvent. Alors, votre question est très intéressante parce que je reprendrai des modèles très profondément différents des nôtres en matière de santé publique, et j'ai souvent parlé du modèle suédois. Alors, la Suède, vous savez, ne confie pas la santé publique aux politiques. Elle la confie aux agences techniques, à l'équivalent, on va dire, de Santé publique France. La gestion de la pandémie a été confiée à l'équivalent de Santé publique France. Quand on dit que c'est Anders Tegnell qui est l'épidémiologiste en chef de la Suède, il est l'homologue de Geneviève Chen, on va dire. Eh bien, c'est quelque chose qui est rendu possible parce que la gestion n'est pas politique. La Suède n'a pas décidé un confinement politique, un confinement strict. Ce n'est pas tout à fait exact. Le politique a repris la main quand il s'est agi, par exemple, de limiter les rassemblements à 50 personnes, de fermer les lycées et les universités. En revanche, c'est un autoconfinement qui a été conçu en Suède, à peu près
de la même force que celui que nous avons vécu en France ou en Suisse. En Suisse, c'est encore un autre type de confinement, on pourra y revenir, mais le confinement suédois est un autoconfinement qui ne fait pas appel à la force de la loi, ni au décret. Donc, ça n'est pas le politique. Le politique se retire, s'efface et laisse la place aux scientifiques, aux techniciens de la santé publique pour opérer, puisqu'il ne s'agit pas de politique de santé, il s'agit au contraire d'une mobilisation de l'expertise pour convaincre, pour mobiliser la population. Non, mais vous savez bien que nous sommes un peuple très politique. Et vous voyez bien, le débat est en train de s'aventurer sur ces chemins que vous citez. Qui décide en réalité des politiques de santé publique? Est-ce que c'est les politiques ou est-ce que c'est le conseil scientifique? Enfin, on est au cœur de ce débat à l'instant T. Oui, je pense que le partage des rôles doit être très clair. Le scientifique ne devrait pas décider ou croire qu'il décide des actions qui sont d'ordre du politique, c'est-à-dire des interventions, l'obligation du port du masque ou la fermeture des écoles, ça c'est du domaine du politique. En revanche, que le politique prenne des décisions fondées sur des preuves scientifiques, c'est heureux. Je veux dire, quand j'entends dire parfois on n'est pas gouverné par le gouvernement, on est gouverné par le conseil scientifique, je me dis, premièrement, c'est pas le cas. Les décisions, encore une fois, ne peuvent pas être prises par le conseil scientifique. Elles peuvent être endossées par le politique ou pas. On a pu voir des exemples où le politique n'a pas suivi le conseil scientifique. Et il est tout à fait dans son rôle ici. Et ce que je pense très important, c'est que le politique puisse fonder sa politique le plus possible sur des arguments d'ordre scientifique, car on a ainsi une politique qui est rationnelle, et en revanche, que l'on ait un partage des rôles qui soit clair, c'est-à-dire que le politique ne dise pas « j'en appelle à la responsabilité des personnes, je souhaite que les grands-parents n'aillent pas chercher leurs enfants à l'école », ça n'est pas du ressort du politique. En revanche, que les experts puissent dire « attention, dans l'intergénérationnel, on a des risques élevés de transmission d'un virus qui n'est pas dangereux pour l'enfant, mais qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux pour les personnes âgées ou très âgées, c'est du domaine du scientifique. Et là, je pense que lorsqu'il y a une bonne répartition des rôles, que chacun sait exactement où il est et où sont les lignes, non pas à ne pas dépasser, il ne s'agit pas de lignes infranchissables, mais lorsqu'on sait où et chacun est son rôle, je pense qu'on fait à ce moment-là du bon travail. Que nous apprend la crise actuelle, Antoine Flahault, sur le fonctionnement des systèmes de santé? Donnez-nous quelques exemples. Vous avez parlé de la Suède, mais de la Suisse, des autres pays européens ou dans le monde, 2 ou 3 repères. Alors, on a des expériences qui sont profondément différentes. Si vous prenez la Chine communiste, autoritaire, a décidé très rapidement un confinement extrêmement brutal. Vous savez, on a été fer à souder les portes des gens pour pas qu'ils sortent lorsqu'ils étaient à l'isolement. Des choses qui nous paraissaient absolument inconcevables, mais qui finalement ont été promues par l'OMS et ont été un modèle adopté, évidemment moins férocement, mais adopté par l'Italie, l'Espagne ou la France. Des pays comme le Japon, comme Singapour, comme la Corée, sont des pays fins connaisseurs de la Chine, pays aussi très préparés à l'idée qu'il pourrait y avoir une pandémie un jour émergeant de la Chine continentale. Ces pays-là ont eu une gestion très 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 différente de la nôtre. Ils ont été chercher le virus là où il risquait d'arriver, aux frontières en particulier. Ils ont été chercher les clusters. Le Japon dit souvent nous faisons du tracing, vous savez, la recherche de contact, mais pas de façon rétrospective comme le font la plupart des Européens, mais de façon prospective. On va regarder quels sont les gens qui ont un potentiel de superpropagation, ces super spreader events que l'on décrit beaucoup dans ce coronavirus. Et ça, ce sont d'autres types de politiques, finalement des politiques beaucoup plus ciblées. D'ailleurs, il n'y a pas un énorme testing au Japon ou à Taïwan, mais il y a un testing extrêmement ciblé et concentré sur ce qui représente probablement
la plupart des risques de contamination et d'extension de l'épidémie, mais simplement 20% à peu près des contaminés, parce que 80% des contaminés ont une contamination secondaire, entraîne une contamination secondaire nulle ou inférieure à 1, ou égale à 1. Donc on est dans une politique très très différente. Les Allemands ont eu une politique avec une très forte protection de leurs personnes âgées et ils ont eu une très faible mortalité par rapport à la France. Donc il y a des différences assez importantes pour ceux qui ont vécu qui ont visé une stratégie visant à protéger les groupes à risque en particulier. Un mot sur les États-Unis. Alors les États-Unis sont un peu l'exemple d'une sorte de faillite lié à un populisme ambiant, lié aussi à des clivages très profonds dans leur société entre républicains et démocrates. Ces clivages ont entraîné beaucoup de retard à la décision, beaucoup de retard au confinement. Et je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis s'en sortent mal. Autant l'Europe, dans sa grande globalité, s'est remarquablement sorti de la première vague, puisque le confinement y a été instauré rapidement et lorsqu'il a été levé, ce confinement, il a été levé parce que on était en pleine décrue épidémique. Les Américains ont voulu lever beaucoup trop tôt leur confinement et ont connu un été très 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 difficile avec une très forte mortalité. Nous avons connu un été très calme avec une extrêmement faible mortalité, certes des clusters de ci de là, certes des PCR positives, mais rien de très médicalement significatif, presque rien, excusez-moi de dire cela peut-être, mais très 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 peu d'hospitalisation, très peu de cas sévères, une très très faible mortalité. L'Europe, pour cela, se distingue complètement de la gestion nord-américaine. La Grande-Bretagne a failli, à un moment, avoir une gestion ressemblant à celle des États-Unis, mais fort heureusement, elle s'est reprise à temps et elle a instauré un confinement qui a été très efficace. Donc je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis, le Brésil aussi, l'Inde également, paient un très lourd tribut à une forme d'incurie gouvernementale avec différents niveaux de gouvernance qui sont extrêmement délétères. Je voudrais, pour terminer notre entretien, Antoine Flahault, vous interroger sur les questions de formation qui nous réunissent, que nous réunirons dans quelques jours, le 24 septembre. Les évolutions des formations, on le voit bien, en tout cas en France, vont vers plus de transversalité, de complémentarité dans les formations universitaires. Et de notre côté, on a beaucoup plus de spécialisation, voire même d'hyper-spécialisation. Y a-t-il, selon vous, une contradiction et comment en sortir? Alors, tout d'abord, je pense que la formation en santé publique devrait sortir un peu plus des facultés de médecine. Vous savez, l'Institut de santé globale que je dirige à Genève est à la faculté de médecine. Il est inséré dans la faculté de médecine. Mais le programme de master de santé globale que je dirige dans cet institut est un programme qui est interfacultaire. Il n'est pas niché dans l'institut. Il est niché dans un institut interfacultaire qui permet d'aller puiser de la compétence de droit dans la faculté de droit, de la compétence de sociologie ou d'anthropologie dans la faculté des sciences humaines, d'aller aussi chercher des économistes dans la faculté d'économie, etc. Et bien sûr des médecins. Et le résultat des cours, c'est que on a peut-être 20% de nos étudiants qui sont des étudiants en médecine. La plupart des étudiants de master sont des étudiants venant de très divers horizons. Et je pense que c'est ça la clé de la formation en santé publique, c'est d'arriver à mettre autour de la table, et donc ici de la classe, des personnes, des étudiants en particulier, et c'est vrai pour l'expertise, venant de divers horizons, venant de divers backgrounds, de diverses formations, et concourant par leur point de vue, par leur culture scientifique différente, à une recherche de la solution qui va être véritablement interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, c'est-à-dire aussi associer d'autres secteurs que les secteurs académiques de la société. Donc je pense que ce qui manque aujourd'hui peut-être le plus dans les formations de santé publique des écoles de médecine, c'est cette formation
interdisciplinaire. Alors, à l'école des hautes études en santé publique, qui est l'école française de santé publique, on a une dissociation de la faculté de médecine, peut-être un peu trop forte, à contrario, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être un peu plus rapporter de la médecine dans cette formation, mais je pense qu'en revanche, on a un modèle qui est un modèle assez interdisciplinaire et qui ne fait pas la part trop forte à la médecine. Encore une fois, la médecine joue un rôle très important. Je suis médecin moi-même et je le reconnais, mais doit savoir se complémenter des autres disciplines pour pouvoir véritablement apporter des solutions à ces problèmes très très complexes qui nécessitent des points de vue convergents, de regards différents de différentes disciplines. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir reçus, Antoine Flahault, et de nous avoir, je crois, donné des repères qui nous seront utiles pour cette grande journée d'échange et de recherche que nous aurons. Merci, Antoine Flahault, de nous avoir reçus. Geneviève Chêne, vous êtes la directrice générale de Santé publique France, et Emmanuel Ruche, vous êtes le président de la Conférence nationale de santé. Je vous laisse présenter vos invités. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un ressenti pour un spécialiste de santé publique, en effet, d'une importance et d'une nouvelle donne aussi pour la santé publique comme enseignement de cette crise. Alors effectivement, on va se présenter très rapidement avec Emmanuel Ruche. On laissera à chacun des intervenants de la table ronde le soin de se présenter pendant pas plus qu'1 minute et avec, si possible, un message principal pour la santé publique et en particulier pour, évidemment, l'ensemble des présidents et des doyens d'université et en direction, avec des messages en direction de l'importance de la formation et de la recherche en santé publique. Et puis ensuite, on organisera la table ronde autour de pourquoi et du comment, mais vraiment dans la suite des enseignements de cette crise sanitaire pour renforcer la santé publique et sa place à l'université et donc pour la formation et la recherche. Donc, je me présente brièvement, je suis médecin épidémiologiste, je dirige donc l'agence sanitaire nationale référente en santé publique, qui a 2 missions essentielles qui sont dans la gestion de crise en particulier, mais aussi pour la santé en général des Français. Une première mission de surveillance épidémiologique, ça a été très bien, la sécurité sanitaire a été très bien évoquée tout à l'heure, et c'est cette agence qui produit chaque jour, effectivement, les indicateurs à l'échelon national et aussi à un échelon territorial de plus en plus fin et qui s'adapte à chaque étape et qui sollicite d'ailleurs et qui a d'excellentes relations et de coopération, par exemple, avec des équipes de modélisateurs qui sont excellentes en France, à l'INSERM et à Pasteur Paris, précisément parce que les projections à partir de ces indicateurs sont extrêmement importantes pour l'aide à la décision. La deuxième mission que nous exerçons, c'est d'information, de communication, mais aussi de promotion d'intervention pour, par exemple, diminuer la transmission du virus. C'est les affiches, j'en ai vu une dans le hall en particulier, mais c'est aussi un certain nombre d'interventions pour rappeler, par exemple, les gestes barrières. Et on voit bien que là, la recherche, par exemple, nous manque parce que nos recommandations, nos interventions, elles sont fondées sur la science. Qui a démontré qu'il fallait avoir une distance d'au moins 1 mètre, par exemple, pour limiter le plus la transmission du virus. Comment on comprend et on fait comprendre aussi avec toute la pédagogie nécessaire que le port du masque limite la transmission, ou le gel hydroalcoolique permet de limiter la transmission. Donc voilà à peu près les enjeux, et les enjeux pour nous aussi d'être en lien comme agence sanitaire très étroit avec la formation et la recherche, parce que c'est évidemment l'ensemble de cette production scientifique, mais aussi l'ensemble des techniques de pédagogie vis-à-vis des différents publics pour améliorer la santé. Santé publique France, c'est 650 agents à Saint-Maurice et aussi dans un certain nombre de cellules en région. Donc les territoires, pour nous, c'est extrêmement important parce que évidemment, c'est là où se jouent des grands enjeux de santé, où on les connaît le mieux quand on fait partie aussi de la communauté. J'arrête là.
sauf pour dire que j'ai eu l'honneur et le bonheur d'ailleurs de diriger l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement pendant 2 ans, juste avant d'avoir aussi l'honneur d'être nommée comme directrice générale de Santé publique France. Et c'est un modèle parmi d'autres, mais c'est aussi tout à l'honneur de l'Université de Bordeaux d'avoir été pionnière aussi dans la construction d'un institut de longue date en dehors justement d'une faculté de médecine, mais en très bonne intelligence avec l'ensemble des composantes de l'université. Emmanuel, à toi. Merci Geneviève. Donc moi je suis Emmanuel Ruche, je suis médecin de santé publique. Je suis issu de la filière de formation de l'internat de santé publique, juste l'année suivante de Antoine Flahault. Donc nous nous sommes croisés à différents moments. J'exerce au CHU de Tours en tant que responsable du département d'information médicale. Et par ailleurs, je suis enseignant-chercheur à l'université de Tours, au sein de la faculté de médecine de Tours. Et je dirige une équipe de recherche dont la thématique est l'éducation, l'éthique et la santé. Alors je suis ici, je dirais, avec 2 casquettes sans doute, celle de président de la Société française de santé publique et celle de président de la Conférence nationale de santé. Et avec ces 2 casquettes, je dirais que j'ai 3 points d'attention qui reviendront peut-être tout à l'heure. Un premier point d'attention qui est le respect des droits des personnes. J'ai présidé pendant presque 7 ans la commission spécialisée droits des usagers de la Conférence nationale de santé. Et donc, s'il est bien sûr légitime dans certaines situations d'avoir des atteintes aux droits et aux libertés, elles doivent être adaptées, nécessaires, proportionnées. Et il faut éviter bien sûr de tomber dans une forme de paternalisme où l'on ferait le bien pour les personnes, sans les personnes, c'est-à-dire contre les personnes. Le deuxième point d'attention, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à la santé publique. Et je me rappelle que Jonathan Mann, voici plus de 20 ans, dans un article de la revue de Santé publique, nous interpellait en nous disant « Toutes les politiques et tous les programmes de santé publique devraient être considérés comme discriminatoires jusqu'à preuve du contraire. » Et enfin, je suis bien sûr particulièrement attentif à la démocratie en santé. La crise actuelle a interpellé cette démocratie en santé sur son intérêt, sur sa mobilisation. En tout cas, pour moi, il est clair qu'une démocratie en santé mobilisée, c'est le garant d'une capacité d'action au niveau individuel et populationnel. C'est le levier d'un agir ensemble et d'une solidarité renforcée. C'est bien sûr aussi la condition indispensable de décisions efficaces, efficientes et éthiques. Voilà pour mes points d'attention et je vais céder immédiatement la parole à ma gauche à Dominique Castagliola. Merci. Donc, je suis Dominique Costagliola, je suis directrice de recherche à l'INSERM, épidémiologiste, membre de l'Académie des sciences. Pour moi, 4 axes finalement d'action pour améliorer la santé publique en France. Développer les services de prévention bien identifiés dans les territoires. Ça vous surprendra peut-être, mais ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Deuxième point, développer la démocratie sanitaire, enfin la développer réellement, la prendre vraiment au sérieux. Ça veut dire associer les citoyens aux décisions, et on ne peut que constater que ça n'a pas été le cas pendant cette crise. Ça veut dire aussi s'appuyer sur les acteurs de terrain et co-construire les interventions de santé publique avec le tissu associatif, et ne pas l'ignorer. Troisième axe, à mon avis vraiment prioritaire, c'est de renforcer les interventions à destination des enfants et des adolescents. Parce que bien sûr, il s'agit de périodes critiques pour la prévention et la promotion de la santé et la réduction des inégalités sociales de santé. Et enfin, bien sûr, structurer la formation multidisciplinaire en santé publique, et notamment, par exemple, en ouvrant un CNU de santé publique universitaire et pas juste hospitalo-universitaire, et développer la recherche en santé publique en France. C'est un point crucial de s'appuyer sur les données de la science pour les interventions que l'on met en place ensuite pour le public. Et bien sûr, rien de tout ça ne se fera sans moyens humains et financiers pour réaliser toutes ces étapes. Merci beaucoup. Arnaud ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis médecin épidémiologiste.
Je suis d'une part donc professeur à l'Institut Pasteur, où je dirige l'unité des maladies émergentes, épidémiologie des maladies émergentes, avec une attention toute particulière sur les virus émergents. J'ai la chance au sein de l'Institut Pasteur de pouvoir m'appuyer aussi sur un réseau international des Instituts Pasteur qui donne donc une dimension globale à notre activité de recherche. Par la nature même de cette expertise, je me suis retrouvé membre du conseil scientifique auprès du ministère des Solidarités et de la Santé pour la Covid-19. Et donc j'ai vraiment toujours eu une activité de chercheur et une passion pour la recherche que j'essaye d'ailleurs de transmettre aux générations plus jeunes au travers de ma deuxième affiliation qui est avec le Conservatoire national des arts et métiers où je suis professeur de santé publique. Et nous avons créé une école entre le Conservatoire national des arts et métiers et l'Institut Pasteur avec un enseignement de master spécialisé de santé publique et qui a pour vocation de former à la santé publique avec une tonalité risque infectieux forte puisque l'Institut Pasteur fait partie de cette école. Mais la volonté surtout de promouvoir une formation, une expertise, une formation à l'expertise ou à la recherche en santé publique avec un caractère très multidisciplinaire, un recrutement qui va effectivement bien au-delà des facultés de médecine. Et je pense que c'est vraiment une des directions dans lesquelles doit s'engager aujourd'hui la formation en santé publique pour avoir vraiment la richesse de ce que la multidisciplinarité peut apporter. Ma dernière passion, c'est aussi la communication en santé publique. J'essaye d'être présent à la fois dans la formation, par exemple avec un MOOC sur l'épidémiologie, sur également aujourd'hui de la pédagogie sur la crise que l'on vit actuellement sur la Covid-19, parce qu'il me paraît très important de remporter l'adhésion de la population par rapport à des mesures qui autrement ne sont pas comprises et pas suivies. Maintenant, c'est un exercice extrêmement difficile et qui demande beaucoup d'humilité et de patience. Et je crois profondément à tout ce qui a été dit sur l'importance d'augmenter la culture en santé publique dans la population, parce que, et ça doit commencer extrêmement tôt, comme le disait Dominique, à des âges où on apprend beaucoup et on est prêt à adhérer à toute une nouvelle logique de pensée qui tourne autour de la prévention, pour que ces gestes puissent être gardés tout au long d'une vie. Il y a énormément de débats de société aujourd'hui qui tournent autour de questions de santé publique. Ces choix doivent faire intervenir les citoyens et il est nécessaire qu'ils puissent avoir une culture de santé publique qui leur permet déjà de trier l'information, de se faire une opinion et de la promouvoir au sein d'un débat citoyen. Donc ça, ce sont vraiment tous les points que je voulais mettre en avant. Merci. Laurent ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent Chambaud, donc je suis le directeur de l'École des hautes études en santé publique, dont a parlé Antoine Flahault, puisqu'il était le précédent directeur. L'École des hautes études en santé publique, c'est à peu près une petite centaine d'enseignants-chercheurs et d'enseignants experts qui sont dans toutes les disciplines que constitue la santé publique, et y compris dans toutes les expertises de la santé publique. C'est une école un peu particulière dans le monde universitaire et dans le monde international en santé publique, puisque nous avons un côté très académique et de recherche comme on retrouve dans la plupart des écoles de santé publique, mais aussi un côté professionnel, puisque nous formons l'ensemble des cadres de notre système de santé aujourd'hui. Peut-être juste, si je vais être très très court, mais peut-être 5 points que moi j'aimerais voir discuter, mais il y en a certains qui ont déjà été mentionnés. D'abord, qu'est-ce que c'est que la santé publique ? Parce que c'est pas si simple que ça, et j'entends souvent, c'est souvent finalement très restreint à la prévention. À mon avis, c'est bien plus que ça, c'est toute l'organisation collective pour la santé. Le deuxième point, on l'a dit, c'est comment on fait pour développer une culture de santé publique dans notre pays. Troisième point, ça a été dit aussi déjà, mais comment on fait
pour assurer cette pluridisciplinarité, voire cette transdisciplinarité. Et on voit bien, et j'en fais partie, que dans les personnes qui sont représentées ici, on n'est pas très pluridisciplinaire, un petit peu, mais pas tant que ça. Comment on met en route le lien entre recherche, expertise et décision. Je pense que c'est aussi extrêmement important en termes de santé publique. Et puis, dernier point, c'est comment on est présent sur la scène européenne et internationale. Et je crois que c'est un gros sujet, et je le vois, puisque nous sommes membres, nous, de l'Association des écoles de santé publique de la région européenne, et je vois à quel point la France est peu présente dans cette entité-là, mais c'est vrai sur bien d'autres sujets. Et je terminerai juste par une citation, si vous le permettez, qui est très courte, mais de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Edgar Morin, qui a dit il y a très peu de temps, y compris dans ce qu'il a écrit sur la crise de la Covid, nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Et à mon sens, la santé publique, c'est une manière de construire, d'habiter ces îlots et ces archipels, et puis aussi de les faire connaître. Merci beaucoup Laurent. Rémi Slama pour une présentation. Merci Geneviève. Rémi Slama, je suis directeur de recherche à l'INSERM, où j'anime une équipe de recherche en épidémiologie environnementale, et directeur de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM, ce qui me met en contact avec une part importante des environ 300 équipes qui font de la recherche en santé publique à l'INSERM, et qui sont généralement sous des tutelles mixtes, universitaires, et organismes de recherche comme INSERM, CNRS, IRD, Pasteur, etc. Moi, mon message est que, pour parler de ce qui est en dehors de la recherche un instant, il y a clairement, comme ça vient d'être évoqué, un besoin de refonder la place de la santé publique dans le système de santé et dans la société en général, avec cette démocratie sanitaire, avec cette pensée de prévention comme un complément absolument essentiel de la thérapeutique, avec peut-être, quelle que soit la façon dont on les appelle, une structure qui regrouperait des officiers de santé publique ou quelque chose d'équivalent, sur lesquels des agences comme Santé publique France où les autres agences pourraient s'appuyer dans la population générale, comme on peut s'appuyer sur le système hospitalier pour agir sur les patients. Maintenant, pour passer de la société au milieu de la recherche, je crois que les enjeux sont avant tout de mieux la structurer et la soutenir. Et par des choses simples, si je m'appuie sur un bilan partiel de ce que cette crise et ces derniers mois nous peut apprendre. On a des outils et ils ont réagi rapidement pour ce qui concerne l'INSERM et ses partenaires universitaires. C'est notamment les grandes cohortes qu'on a mobilisées extrêmement rapidement, comme 3N, Nutrinet, Constance, etc., qui ont permis de commencer à décrire la situation, les effets du confinement, à faire des prélèvements biologiques. Il faut absolument continuer à soutenir ces observatoires qui sont un peu les accélérateurs de particules des épidémiologistes et des spécialistes de santé publique, et puis tout ce qui va avec et qui est utile à la recherche comme à la surveillance, et notamment les registres de mortalité, de cancer, sur le handicap, les bases de données médico-administratives qu'il faut enrichir absolument, et où les grandes enquêtes de santé publique sur lesquelles on peut aussi s'appuyer et sur lesquelles on s'est appuyé avec nos collègues, notamment de l'INSEE et de l'adresse, pour essayer d'avancer, et d'ailleurs avec aussi nos collègues de Santé publique France, bien sûr, sur ces questions liées à l'épidémie. Et la soutenir mieux, ça veut dire réussir à vraiment clarifier et renforcer fortement ce financement. Il faut d'une certaine façon que le financement de cette recherche en santé publique soit indexé sur les dépenses de l'assurance maladie et puis sur la fréquence
des facteurs environnementaux ou comportementaux qui peuvent influencer la santé. Là, on demande à l'ANR de tout faire, c'est très bien, et le ministère de la Recherche fait de son mieux. Le ministère de la Santé est bien sûr impliqué, il est très impliqué dans le soin et probablement aussi dans la surveillance. Ce serait bien qu'on ait davantage d'implication et de financement, et ça a été évoqué à la fois par Antoine Flahault ou par Geneviève Chêne dans une tribune récente. Il faudrait faire en sorte qu'une fraction beaucoup plus importante de ces montants et de ces dépenses liées à l'assurance maladie soit investie dans la prévention et aussi dans la recherche pour mieux identifier les actions de prévention qui peuvent nous aider. Merci. Merci beaucoup, Didier Houssin. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, moi, je suis un mutant qui a dérivé de la chirurgie vers la santé publique. Pourquoi donner un nouvel élan à la santé publique en France? Il me semble que le risque, ce serait de considérer que la pandémie de Covid-19 est liée à une faiblesse de la santé publique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une faiblesse ni des institutions, ni des professionnels, ni des instances d'expertise, ni des écoles. Tout indique le contraire. D'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés. En revanche, il y a évidemment une impréparation au risque épidémique qui est liée à des décisions ou à des non-décisions politiques pendant à peu près un peu moins d'une dizaine d'années. Voilà, donc je ne pense pas que donner un nouvel élan doit s'appuyer sur un constat de faiblesse. On verra ce que diront les commissions d'enquête et d'évaluation, mais je ne pense pas. En revanche, il y a une occasion à saisir. C'est le pourquoi, dans quel but. Et dans quel but? Je pense que le but peut être que la pandémie a mis en lumière la santé publique. Les professionnels de santé ont repris le pas sur les chefs cuisiniers et les footballeurs. Et je pense que cette occasion est à ne pas manquer. Profitons de cette dynamique pour mettre en valeur la santé publique et attirer les jeunes. Voilà une bonne raison. Et si possible, comme l'a dit Laurent Chambaud, dans une perspective européenne. Merci. Merci beaucoup Didier Houssin. Alors je vais vous laisser vous interroger en premier pour commencer dans effectivement le pourquoi et faire le lien avec ce que vous venez de dire. Pourquoi cette crise révèle à quel point la santé publique c'est important et en particulier dans toutes les politiques? Je pense que cette crise, elle a révélé l'impréparation depuis 2012 de notre pays, abandon de la planification au risque pandémique, abandon de la coordination interministérielle, des exercices, des évaluations, diminution, voire évaporation des stocks de masques, défaut d'anticipation de la coordination de la recherche clinique, de la recherche-développement sur les contre-mesures, défaut de souveraineté sanitaire. On voit bien qu'il y a eu un problème de préparation. Alors les raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être, on avait critiqué ce qui était fait avant, il y a des questions économiques, financières, il y a d'autres priorités, le terreau par exemple, et d'autres qui ont sans doute détourné l'attention. Et donc il est sûr qu'on est arrivé en 2020 dans une situation d'impréparation, mais je ne pense pas qu'on puisse accuser la santé publique, le monde de la santé publique, de cette impréparation. Merci beaucoup Laurent. Pourquoi la santé dans toutes les politiques, c'est important pour se préparer et préserver et protéger la santé maintenant et demain? Il est important de regarder effectivement le passé, mais surtout regardons l'avenir et comment la santé dans toutes les politiques et la santé publique protège et préserve notre santé. Je pense que d'abord la question elle est très vaste, mais je vais essayer de répondre de façon la plus ciblée possible. Tout d'abord, ça a été dit souvent, il y a un problème peut-être financier, mais il n'est pas que financier. Et quand on regarde, y compris ce qui se passe, alors on peut dire qu'effectivement on ne donne pas assez d'argent pour la prévention. On a vu aussi que, alors c'est soit 2%, soit 7% selon la façon dont on le compte. Mais quand c'est 7%, c'est parce qu'on y rajoute les actions individuelles faites par le système de soins. Donc on voit que la prévention collective et dans toutes les politiques, c'est finalement très très difficile à regarder en termes financiers. Par contre, que l'on ait des mécanismes qui permettent véritablement de voir comment les politiques sont promotrices
en termes de santé. Ça, je crois que c'est un élément important. Très peu de pays le font. Il ne faut pas non plus se flageller trop. Très peu de pays le font. Très peu de pays ont mis en place des véritables modalités pour permettre de regarder l'impact sur la santé de toutes les politiques. On cite souvent le Canada, le Québec, mais la France l'a fait. Peut-être qu'elle ne l'utilise pas assez, mais il faudrait qu'on ait plutôt une réflexion sur la manière dont on développe ce qu'on a appelé la culture de santé publique. Ça peut se faire au niveau national, ça doit se faire au niveau national, mais ça doit se faire aussi au niveau de chacun des territoires. Et là, probablement qu'on a une grande réflexion à avoir sur comment on développe cette culture de façon générale. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui me fait réagir par rapport à ta question, c'est que je pense aussi qu'il faut qu'on regarde la santé publique vraiment comme un tout. C'est-à-dire, bien sûr que la prévention, c'est important, mais dans notre école, on fait beaucoup de management de l'ensemble des cadres dirigeants du système de santé. Pour moi, ces gens-là font de la santé publique. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait un continuum entre prévention, soins, organisation du système, qu'on soit capable d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que l'on appelle la santé et comment on est capable et de la développer et de la préserver. Et je pense que ça, c'est un point qu'on oublie assez souvent. Alors bien sûr qu'il y a les crises sanitaires telles qu'on la vit actuellement, mais n'oublions pas qu'il y a énormément d'éléments qui pèsent sur notre système de santé et sur lesquels il faut qu'on développe aussi des approches. Les maladies chroniques, la sédentarité, les problèmes de nutrition, les problèmes de pollution et de changement climatique, tous ces éléments-là sont là aussi. Et c'est sur ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à avoir cette approche globale. Rémi, et effectivement, il faut qu'on puisse, j'imagine qu'il faut qu'on passe au comment, en effet, et concrètement être force de proposition, parce que la santé publique a un socle fort, comme vous pouvez le voir. Il demande à être amplifié, et les universités, effectivement, sont un lieu très important pour le faire. Rémi. Juste avant le comment, enfin, pour insister dans le sens de ce que Laurent Chambaud vient de dire sur le pourquoi, la santé publique, on fait appel à elle dans une situation comme celle-ci où il y a une crise qui fait qu'on ne peut pas se passer des connaissances de ces spécialistes. Maintenant, il faut vraiment, dans cette diffusion de la santé publique, il faut qu'on prenne l'habitude de la consulter aussi sur des mutations structurelles qui sont moins aiguës, mais tout aussi importantes et qui vont avoir un impact sanitaire et sociétal tout aussi important. Et je pense, pour reprendre un exemple qui vient d'être évoqué, à la question du changement climatique. Le changement climatique va influencer directement notre santé. Le changement climatique, les mesures qu'on va prendre pour essayer de s'y adapter vont aussi potentiellement avoir une influence sur notre santé. Si par exemple on choisit d'utiliser des climatiseurs individuels qui vont relarguer des gaz qui vont manger la couche d'ozone ou accentuer encore le changement climatique. Et puis dans la mesure où les principaux secteurs qui influencent les émissions de gaz à effet de serre sont l'agriculture, qui influence notre alimentation, le transport, qui influence notre mobilité, notre activité physique, la consommation d'énergie, qui est déterminante du point de vue de la qualité de l'air, eh bien, tous les choix qui vont être faits pour essayer d'aller vers une société neutre en émissions de gaz à effet de serre vont avoir positivement ou négativement un impact majeur sur la santé des populations. Et donc ce serait une erreur majeure de faire ces choix sur des critères qui ne mettraient pas la santé et la santé publique, et donc la recherche avec des besoins énormes dans l'ensemble des disciplines qui vont de la sociologie, l'économie, aux sciences de l'environnement, l'épidémiologie, et j'en oublie beaucoup, jusqu'au bien sûr aux sciences physiques et les autres, dans tous ces choix pour réagir, lutter, s'adapter au changement climatique. Donc c'est une autre raison impérieuse, mais qui vient de manière beaucoup plus lente et qui fait qu'on peut très bien oublier la santé publique dans la façon dont on commence à réagir à cette crise. Et je vais passer la parole à Dominique, qui a soulevé deux sujets en lien direct avec ce que tu viens de dire, Rémi, il me semble, pour élaborer sur la co-construction ou la concertation avec les citoyens, et la dimension
territoriale, oui, c'est toi aussi qui en a parlé. Ben, je pense que dans la co-construction avec les citoyens, il y a bien sûr des aspects qui sont des aspects de formation un peu générale. Il y a aussi des aspects de, au fond, s'appuyer sur l'expérience acquise des associations, notamment des associations d'usagers, qui sont finalement de plus en plus nombreuses, souvent qui ont élaboré des interventions extrêmement poussées à destination de leur public. Et je pense que c'est quand même frappant de voir à quel point, au-delà des mots dont on s'habille de démocratie sanitaire dans tout un tas de textes législatifs qui existent, le moment venu, au milieu de la crise, on a d'une certaine façon choisi d'ignorer ces publics. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas quelque chose qu'on met là comme une excuse. C'est comme ça qu'on peut bâtir quelque chose. C'est comme ça que, au lieu d'avoir une santé publique, disons, contraindre et punir, et malgré tout, ce qu'on a vécu a un peu ressemblé à ça, on peut avoir quelque chose qui est expliquer, mobiliser et faire ensemble. Et je crois que c'est la seule bonne façon de pouvoir progresser. Je pense aussi que sur cet aspect-là, on voit bien, ça a été évoqué déjà par les deux personnes précédentes, comment, au fond, dans presque toutes les politiques publiques, il faut avoir un regard santé, et il faut avoir ce regard santé collectivement, l'ensemble des citoyens, pas uniquement, finalement, les professionnels de santé publique et les gens qui bâtissent ces politiques, mais l'ensemble de la société pour pouvoir avancer et prendre en compte cet enjeu chaque fois qu'on va agir. Et après, on voit bien, me semble-t-il, l'exemple le plus frappant, c'est quand même ce qui se passe avec le dépistage, là, à l'heure actuelle. On voit bien que finalement, on a géré ça comme si c'était uniquement un acte de biologie médicale. Alors bien sûr que c'est un acte de biologie médicale, mais au fond, dépister, tracer, isoler, ce n'était pas que le test. Et comment je l'organise, peut-être que ce n'est pas du tout la même chose si je suis en Seine-Saint-Denis, si je suis dans la Creuse, et que ça, je dois l'imaginer justement localement pour que ça soit adapté à la situation qui est celle du territoire concerné. Et que ce n'est pas forcément un modèle unique qu'on va déployer partout qui va être la bonne solution. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment changer le réflexe de base. Et bien entendu que c'est compliqué parce qu'il faut aller vite. On est dans une période d'urgence et il faut aller vite. Mais je crois que c'est possible et je crois qu'il faut se prendre par la main pour y arriver. Sur les territoires et les services de... Tu évoquais services de prévention. Oui, sur les territoires, je pense que moi, ça m'avait frappé quand j'étais membre du Conseil national du sida et que j'ai présidé le groupe qui faisait un rapport sur la prévention dans le domaine de l'infection à VIH, de voir qu'au fond, sur les territoires où il y avait des associations actives, il pouvait se passer des choses et que les associations, finalement, pas toujours facilement, mais arrivaient à obtenir des financements en discutant avec les ARS et avec l'ensemble des financements qui étaient disponibles. Mais dans les régions où ce tissu associatif n'existait pas, il ne se passait rien. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver, de telle sorte qu'effectivement, adapté à nouveau aux problèmes spécifiques qui peuvent se poser dans chaque territoire, on trouve un moyen de promouvoir la santé et de faire de la prévention partout. Et que donc c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir réfléchir aux besoins avec l'ensemble. Alors maintenant, il y a beaucoup de comités qui existent, soit au niveau local, soit au niveau régional. Je pense qu'il faudrait s'appuyer encore davantage sur ces choses qui existent, mais pour en faire des choses vivantes et les solliciter quand il y en a besoin, plutôt que ça donne un peu le sentiment qu'on a fait des machins et qu'on n'est pas passé à l'acte derrière de vraiment s'en emparer pour faire avancer les choses en s'appuyant sur les besoins. Et c'est forcément les gens du territoire qui peuvent mieux voir finalement quels sont les choix qu'ils veulent faire en termes de prévention et en termes de promotion de la santé. Merci. Arnaud, peut-être que j'aurais envie de revenir vers vous pour vous poser un peu une question autour de la formation à la santé publique, puisque vous nous aviez évoqué ce point-là tout à l'heure.
Comment est-ce que vous voyez des axes, si ce n'est d'amélioration, en tout cas de structuration autour de la santé publique? Alors pour ce qui est de la formation en santé publique, je pense que maintenant on a une formation de très bonne qualité en santé publique au niveau master et doctorat. Il y a quand même beaucoup d'écoles qui se sont implantées sur le territoire français et qui forment peut-être pas des volumes aussi importants que ce qu'on trouvera dans les pays anglo-saxons comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais la qualité est vraiment présente. La piste d'amélioration pour moi, c'est la multidisciplinarité qu'on a déjà évoquée. Je pense qu'il faut qu'on puisse attirer des publics plus larges que des étudiants qui aujourd'hui viennent beaucoup du monde médical et même peu paramédical. Hein, pour des infirmiers ou infirmières, c'est toujours une hésitation de s'engager dans une carrière de santé publique au niveau master, alors que ça devrait être beaucoup plus facile. Et moi, je suis toujours étonné d'étudiants qui m'approchent, qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent de Sciences Po où j'enseigne, et qui me disent on aimerait faire de la santé publique, mais ils n'osent pas. Ils me disent mais est-ce que je peux faire de la santé publique, avec une certaine gêne parce qu'il y a le mot santé et qu'ils pensent que c'est vraiment le domaine réservé des médecins. Et là, je leur dis au contraire, vous avez énormément apporté et je m'étonne toujours que cette question se pose encore. Donc je pense que là, il y a un effort à faire sur l'attractivité que peut avoir la santé publique, et je rebondis sur ce qu'a dit Didier, une crise comme celle-ci va faire naître des vocations et devrait, et c'est le moment de faire passer le message, de dire qu'on a au contraire besoin de personnes qui viennent de champs très différents pour nourrir la santé publique. Ça peut aussi se traduire par, dans les cursus d'autres, aussi bien universitaires que des grandes écoles, que d'autres endroits de formation, par une initiation à la santé publique, enfin un éveil en tout cas, qui doit faire partie de gens, pour toutes les personnes qui auront des professions très différentes, qu'ils aient quand même une culture de santé publique et donc des unités d'enseignement qui leur permettent d'en comprendre à la fois les grandes méthodes et les grands principes, et puis la culture générale qui va avec, sur quelles ont été les grandes avancées en santé dans le monde, sur quoi on a pu s'appuyer pour que les gens comprennent l'importance que la santé publique peut avoir là-dessus, comme le rapportait Antoine Flahault. Après, il y a peut-être une formation initiale qui n'est pas envisagée en France au niveau de la licence, qui pourrait toucher des publics plus larges, avec des métiers qui aujourd'hui manquent. C'est-à-dire que quand on doit réagir à une crise comme celle-là, tout ce qu'on a dit sur le dépistage n'a de sens qu'il est suivi par un traçage de contact, l'isolement, et tout ça, ça demande du monde pour l'organiser. Et on est très dépourvu aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est un temps de crise, mais hors ces temps de crise, ces gens-là peuvent très bien avoir un rôle important sur de la prévention dans des domaines tout à fait différents. Et simplement, on ne saurait pas très bien où les intégrer. Je pense qu'il faut aussi prévoir où ces gens travailleraient, où on les intègre au niveau du territoire justement, de la commune, pour remplir une fonction qui peut rejoindre celle que les travailleurs sociaux font aujourd'hui, mais être élargie et plus imprégnée d'une culture de santé publique. Et je pense que là, il y a une réflexion à avoir qui est peut-être pas simple, regarder des modèles étrangers, mais c'est un rôle qui, je pense, manque beaucoup, cruellement quand on est en état de crise, mais qui, à mon avis, peut tout à fait trouver sa place hors la crise. Pour moi, c'est assez amusant parce que les débats qu'on a aujourd'hui sur prévention, soins, etc., dans la crise de la Covid, on pourrait les avoir sur des échelles de temps très différentes, sur tous les autres éléments de la santé publique et tous les autres champs des maladies chroniques. Quel rôle on donne à la prévention, quel on donne aux soins. Simplement là, on a un accéléré et une urgence qui nous oblige à prendre des décisions très vite. Mais la mécanique entre quelle est la place de la prévention, les choix économiques et du soin, pas très différent finalement dans le mode de pensée, sauf que là, on est dans la précipitation d'une crise et l'urgence d'une crise. Et puis, finalement, et on l'a mentionné un petit peu, je le mentionnais un petit peu au début, dans les écoles, je pense que c'est très important qu'il y ait un peu plus de formation, d'éveil à la santé publique, parce qu'on parle d'un public très jeune, mais juste dans le domaine d'une façon de penser qui est importante, parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe encore dans la crise de la Covid, je ne sais pas si les meilleurs résultats que les pays scandinaves observent par rapport à d'autres pays tient peut-être au fait que la population est plus à même de faire ses choix et dans le bon sens.
Quand on regarde le paradoxe du Royaume-Uni et des États-Unis, ils ont parmi les meilleures écoles de santé publique, et regardez où ils en sont, à la fois parce qu'ils ont eu des dirigeants qui n'ont pas fait les bons choix au bon moment, mais aussi parce que la population n'a pas voulu y adhérer. La culture de santé publique n'était pas assez forte dans la population, et du coup, les clivages du populisme ont pris le dessus par rapport à vraiment une culture. Et là, je crois que c'est une réflexion qu'on doit avoir, parce que c'est ce qui nous manque cruellement pour l'adhésion aux recommandations qu'on fait aujourd'hui, qui devrait être faite sur un choix que les gens ont fait d'eux-mêmes. Ce personnel de santé publique que tu décris, en fait, il existait en 1794, hein, c'était les officiers de santé publique, et ça a été démantelé à l'issue de au moment de la Première Guerre mondiale, malheureusement. Donc c'est sûr qu'il faudrait leur retrouver, il y aurait une place pour eux dans la société, dans la réponse aux crises et aux grands problèmes de santé publique. Laurent, et puis ensuite Didier. Oui, peut-être juste deux petits points dans le sens de ce que disait Arnaud, mais pour prolonger, et de ce que disait aussi Dominique par rapport à la sensibilisation. Le premier point, on a vraiment un sujet là actuel qui est de dire comment la santé publique se mobilise dans le contexte actuel. Et on voit bien que ce qui est ressorti surtout, c'est les modélisations, l'épidémiologie, et avec l'épidémiologie qui maintenant est passée dans le langage courant, ce qui était quand même pas le cas il y a 6 mois. Par contre, on n'a pas réussi à mettre en place ces modalités de transfert vers une culture de santé publique appropriée par l'ensemble de la population. Je prends un exemple qu'on est en train d'essayer de faire, nous, au niveau de l'EHESP, pour le compte de l'ensemble des universités et écoles rennaises, c'est de développer ce qu'on appelle des ambassadeurs et ambassadrices en santé, qu'on va déployer sur l'ensemble des territoires, avec un module de formation très court, qui permettrait, en e-learning, qui permettrait de le faire. Le module va sortir à la fin de la semaine. Je pense que ça, c'est aussi le rôle que nous, on doit avoir en termes de culture, c'est-à-dire de permettre, dans des situations comme celle-là ou dans d'autres, de pouvoir avoir des relais de diffusion. Et on ne sait pas bien faire ça. Et je pense que ça, c'est un élément important. Le deuxième point, nous, on n'a pas la même expérience sur nos 2 masters en santé publique. Il y a très peu de médecins. C'est principalement des gens qui viennent, et sur le master de Rennes, plutôt en sciences humaines et sociales. Et ça pose quand même une question, c'est de savoir à partir d'où les masters sont élaborés. Et quand ils sont, et je pense que c'est un sujet qu'il faudra regarder plus tard, quand ils sont élaborés dans le milieu médical, finalement, ils recrutent dans le milieu médical. Et je crois que c'est aussi l'importance d'avoir une réflexion sur ces pôles, instituts, comment on les met en place dans le contexte académique qui est le nôtre. Et ça, je crois que c'est un sujet. Et puis je terminerai pour dire, là, je suis totalement d'accord, la plupart des pays sont en train d'investir énormément sur le niveau bachelor, sur le niveau licence. Nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Pour donner un élan à la santé publique, en complément de ce qui devrait pouvoir se faire du fait des circonstances sur l'attractivité des jeunes vers universités et écoles sur ce sujet, des jeunes d'horizons différents, il me semble qu'il y a un espace aussi qui mériterait d'être creusé et qui pourrait avoir une ampleur très grande dans le domaine de la santé publique. C'est ce qu'on appelle la science citoyenne. Elle s'est beaucoup développée en zoologie, en astronomie, dans le pliage des protéines, en informatique. Il me semble que la santé publique pourrait être un espace considérable pour développer la science citoyenne et donc la culture sur ce sujet. Alors Arnaud souhaitait... Tout petit point, je veux rajouter, et bon, je pense que tout le monde va me comprendre très vite aussi, je pense que dans les écoles de journalisme, une formation à la santé publique serait quand même extrêmement utile, parce qu'on voit le rôle qu'ils peuvent jouer d'abord dans l'ensemble des thématiques de santé publique, mais dans la crise actuelle, les médias, vous le savez tous, ont quand même eu un rôle central, et malheureusement pas toujours comme on aurait aimé le voir rempli par les médias. Il y a peut-être des questions qui nous viennent de l'extérieur. D'abord, merci à celles et ceux qui nous posent des questions par l'intermédiaire de leur chat. Alors d'abord,
d'abord beaucoup de compliments qui nous sont adressés, je le dis en passant. Alors, s'appuyer sur les acteurs de terrain, comme vous venez de le dire, notamment Madame Costagliola, je lis depuis l'expérience du sida, pourquoi, vous le dites avec raison, pourquoi ce n'est pas fait? Je voudrais poser une deuxième, donc je vous pose quelques questions, une petite salve, d'accord? Arnaud Fontanet, vous dites... excusez-moi, je vais revenir sur cette question-là. Je fais une relecture un petit peu plus précise. Sur l'analyse comparative avec les autres pays, nous dit l'internaute, comment expliquer les retards et notamment chez nous en France, les oppositions parfois vives des citoyens. Exemple, vaccination. Quel type d'information, c'est peut-être effectivement lié à ce que vous venez de dire, quel type d'information développer vers le grand public? Pourquoi avons-nous tant de flou? Je vous laisse peut-être répondre à ces questions. Il y a une première question pour Dominique, je pense. Je pense qu'à nouveau, on va voir des choses très disparates d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, en fonction finalement des intérêts des gens qui sont partie prenante. Vous voyez, si je reprends cette expérience que j'avais eue en faisant un peu un bilan de ce qui se faisait en matière de prévention en France à l'époque, maintenant c'était il y a 15 ans, alors les choses ont aussi évolué beaucoup. Hein. On a vu des initiatives beaucoup plus justement co-construites autour des villes sans sida, par exemple, que ce soit dans les Alpes-Maritimes, à Bordeaux, à Paris, etc. C'est qu'en fait, ça dépend aussi de la bonne volonté des décideurs sur place. Et donc, vous voyez, on a un système dans lequel, s'il y a de la bonne volonté, les choses se passent bien. Mais s'il n'y en a pas, ben, rien ne se passe. Et personne ne trouve que c'est un problème. Donc, je ne sais pas bien comment il faut faire pour résoudre ça et faire que, finalement, on ait un mode d'organisation qui fasse que les choses puissent mieux se passer, au fond, indépendamment de la qualité, des fois très très grande, des personnes qui sont sur le terrain. Et ça, c'est un problème humain assez complexe. Voilà, je n'ai pas forcément de pistes pour dire comment il faudrait faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que les choses puissent bien se passer, finalement, quelles que soient les personnes qui sont en place, que les mécanismes existent, qu'on les roule et qu'on s'y frotte. Alors la question est vaste, mais elle est toujours pour vous, Madame Costagliola, dans le même sens. Quel lien faites-vous entre l'approche qui a existé pour le sida et celle que nous découvrons aujourd'hui avec la Covid? On ne peut pas faire facilement un parallèle parce que le sida, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant le début des années 80. Donc, vous voyez, le chemin a été long. Il y avait des étapes qui étaient, disons, et aussi, ce n'était pas une maladie, entre guillemets, qui vous tuait en un mois. Enfin, vous voyez, c'était une situation très différente. Donc, les solutions trouvées ont été très différentes. Et puis, dans ce cas-là, les personnes concernées n'ont pas attendu qu'on se tourne vers elles. Elles ont demandé vigoureusement qu'on fasse quelque chose et qu'il n'était pas question qu'il en soit autrement. Donc, la situation est assez différente. Mais les leçons qu'on a tirées, c'est le fait que, oui, il est possible de s'appuyer sur les personnes concernées pour avancer et régler les problèmes. Au fond, là, évidemment, il n'y avait pas d'organes constitués de personnes concernées, mais en revanche, il y avait énormément d'associations d'usagers qui étaient tout à fait prêtes à s'investir et pour lesquelles on a choisi, sans doute parce que c'était l'urgence, de ne pas s'adresser à elles. C'est une occasion manquée, il faudrait bien acquérir les réflexes pour éviter que ça se reproduise. Madame Chen, je repose peut-être la question qui était un peu générale mais importante. Pourquoi avons-nous, nous, toujours des retards et des oppositions en France, notamment dans les cas de vaccination? Qui veut répondre? Alors, je peux donner des éléments de réponse basés sur... ça peut durer 3 minutes, ça peut durer... On va dire 3 minutes, peut-être. Voilà. De fait, on aura toujours des oppositions à un certain nombre de décisions. Donc, il y a des questions
adoption d'un certain nombre de mesures. Et pour la vaccination, ce qu'on voit, c'est qu'en France en particulier, il y a une suite de réactions et de comportements qui viennent des crises sanitaires précédentes. En particulier, la suite de la crise H1N9 et que l'organisation de la vaccination à ce moment-là et puis un certain nombre d'éléments hérités d'autres crises sanitaires, et par exemple autour du vaccin hépatite B, font que il y a des questions sur la sécurité d'emploi des vaccins. Et donc, ceci, pendant un certain temps, impacte non seulement ce que les citoyens eux-mêmes pensent de la vaccination, mais aussi les professionnels de santé. Et par exemple, ça a été montré pour le cas de H1N1. Donc, pendant un certain temps, on a cette réticence, mais cette réticence, elle existe dans tous les pays du monde, plus ou moins intense en effet, et plus ou moins conduite par un certain nombre d'autres éléments ou d'autres courants qui peuvent exister. Ça a été à l'origine, par exemple, de la décision qui a pu être prise de vaccination obligatoire pour les petits-enfants, enfin pour les nouveau-nés naissant à partir du 1er janvier 2018, qui est finalement très bien appliquée, évidemment, mais en plus, dont on peut voir aujourd'hui qu'elle a un impact non seulement, évidemment, sur l'adhésion à la vaccination des nouveau-nés, c'est devenu obligatoire, mais aussi pour les enfants un peu plus âgés pour lesquels ça n'est pas obligatoire. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que la confiance peut baisser, mais elle peut renaître aussi à la faveur d'un certain nombre de décisions qui redonnent confiance. Donc la confiance n'est pas toujours perdue, c'est ça que je veux dire en réponse à... Elle doit être analysée, mais elle peut être regagnée à certains moments par un certain nombre de décisions de politique publique qui sont amenées à donner la confiance, parce que quand l'État prend une décision qui, même si elle est transitoire de fait, et sans sanctions assorties, eh bien, elle montre qu'elle a confiance dans les pouvoirs publics ont confiance dans la vaccination et donc l'impose au moins pendant une période transitoire, et que ça peut redonner confiance aussi aux citoyens pour adopter des vaccinations dans cette tranche d'âge. Oui, si je peux juste ajouter un petit complément à ce que dit Geneviève, je pense que cet exemple-là, mais comme d'autres, c'est aussi la tension entre liberté individuelle et protection collective. Et ce sujet-là ne peut que nous interroger en santé publique, parce que c'est un élément majeur. Et alors, il y a plusieurs voies pour y arriver. La France a choisi beaucoup celui de l'obligation, notamment pour les vaccins, mais on voit que ce qui se passe en Allemagne par rapport aux masques, et je crois que c'est vraiment un sujet qui doit nous interroger sur la manière dont on peut faire en sorte que les personnes puissent le mieux comprendre justement cette tension qu'on aura toujours entre la liberté individuelle et la protection collective, et je crois que c'est vraiment majeur. Je signale à Arnaud Fontanet qu'il a ses partisans optimistes, mais vous en avez beaucoup qui vous suivent et qui sont plus pessimistes sur l'idée que la santé publique sortirait gagnante de la crise que nous traversons. Arnaud Fontanet. Alors effectivement, je pense que on a eu pour moi, un des grands regrets que j'ai par rapport à cette crise, c'est qu'il y avait une opportunité formidable pour montrer le rôle de la science dans le contexte d'une crise, à la fois vis-à-vis des politiques et vis-à-vis de la population. Et alors, on n'est pas au bout de la crise, d'abord. Hein, je ne veux pas non plus avoir un discours qui va encore plus inquiéter ou renforcer un pessimisme ambiant, mais on est sur une crise quand même de longue durée, et on a vécu un premier épisode où malheureusement, dans la communication,
Et les médias ont joué un rôle important là-dedans. La communication a été très brouillée, avec une multiplicité d'experts qui venaient avec des opinions contradictoires, que les médias ont volontiers choisi pour ces opinions contradictoires parce qu'ils étaient dans une quête d'audience et de sensationnel, et que ça a complètement brouillé les messages au point que la population ne savait plus du tout à qui se fier. Et là, on a effectivement perdu ce lien et cette communication, et j'en suis vraiment très attristé, parce que, une fois de plus, il était essentiel de pouvoir gagner l'adhésion des populations pour que les mesures proposées soient bien suivies. Après, on verra sur le long terme comment les choses vont être finalement interprétées quand on sera sorti de cette crise. Si on regarde le début de la crise, là, finalement, on a envie de dire que la sortie de confinement s'était plutôt bien passée. On a eu une période très difficile où les réanimations étaient mises à mal, mais où le confinement a permis d'une part, éviter la dissémination du virus et donc soulager les réanimations et les hôpitaux, reconstruire un système de surveillance, de dépistage, de stock de masques, de matériel, et on a réussi à faire baisser la circulation du virus à un niveau à la mi-mai qui était quand même satisfaisant. Et je pense que là, on était plutôt bien sorti de cette première vague, avec malheureusement une situation qui maintenant se détériore lentement mais assez sûrement, et qui va amener à nouveau à des nouvelles mesures. Ce qui serait intéressant de voir, c'est finalement, à terme, si on arrive à faire basculer de ce mode opératoire qu'on a de décision assez brutale pour répondre à des crises, à un mode opératoire où, une fois de plus, l'adhésion de la population nous permettra d'anticiper les moments critiques et de les éviter. Et cette crise qui va être sur la durée et qui va nous poser encore beaucoup de questions, pas trop quand vont arriver des traitements, parce qu'à l'évidence, on les utilisera, plus quand le vaccin va arriver, va être à nouveau à la fois un défi et une opportunité pour tester notre capacité de communiquer avec la population, mais en le faisant de façon beaucoup plus efficace que ce qui a pu être fait au début. Et une fois de plus, je pense que les médias ont joué un rôle délétère dans les débuts de cette crise. J'espère qu'on va arriver à être, de ce point de vue, plus opérationnel. Et je termine avec un mot sur les réseaux sociaux, pour dire que les réseaux sociaux constituent à la fois une opportunité, mais également, dans cette crise, un véritable amplificateur de tout ce qui était fake news et le reste, et que nous, on ne sait pas se battre sur le terrain des réseaux sociaux, et qu'en tant qu'expert de santé publique, on doit apprendre à trouver notre place et notre façon de communiquer avec les réseaux sociaux, parce que là, on n'est pas à armes égales avec les propagateurs de fake news qui sont beaucoup plus professionnels, entraînés, puis qui ont le temps de le faire. Celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont l'air assez constructifs ce matin, je voulais vous le dire. J'ai 2 questions encore, est-ce que je les pose? Et puis notre table ronde, je crois. Alors, une question même plusieurs questions sur les contributions de la France dans le domaine de la santé publique dans les pays en développement, et notamment dans les DOM-TOM, je les ai associés, et dans les développements. Emmanuel Ruche, vous avez une question pour vous, ou en tout cas le rôle que vous avez joué avec le comité de contrôle et de liaison Covid-19 dans la stratégie de déconfinement. Je lis. Christelle. Je commence sur la dernière question à ce moment-là. Ce que vous voulez. Le comité de contrôle et de liaison Covid-19 est un comité qui a été institué dans le cadre d'une loi qui est celle du 11 mai. Je le rappelle parce que c'est important. C'était à une période de prolongation de l'état d'urgence, et avec le souci, notamment du Parlement, que ce soit les députés ou les sénateurs, d'avoir un regard sur le déroulé de la gestion de la crise par le gouvernement. Alors il se trouve que ce comité de contrôle et de liaison, en fait, il est limité quant à sa thématique, limité au système d'information et aux outils numériques. Et donc l'utilité ou l'influence des systèmes d'information qui ont été mis en place ou adaptés au cours de ces dernières semaines pour lutter ou pour intervenir dans le cadre de la gestion de cette épidémie. Donc c'est vraiment
un focus un peu particulier, même si le système d'information, Geneviève pourrait aussi en parler largement, a bien sûr un retentissement qui est assez général. Alors, ce comité a été mis en place fonctionnellement le 18 juin, donc c'est relativement récent, et il s'est prononcé à plusieurs reprises au cours de ces quelques semaines et quelques mois qui viennent de passer, au travers notamment d'un avis qui a été rendu le 15 septembre, pour le dernier avis en tout cas, et qui interroge effectivement les systèmes d'information, depuis les informations qui remontent à partir des tests de dépistage, des contacts et du tracing des contacts des cas positifs, on s'en est autosaisi, jusqu'au développement de l'outil Stop Covid. Voilà, donc on est plutôt une instance d'appropriation de ces systèmes d'information. C'est l'aspect liaison qui est particulièrement développé avec la société civile et avec les parlementaires. La partie contrôle, d'autre part, est plutôt assumée par d'autres organismes qui existent déjà, tels que l'Inspection générale des affaires sociales, tels que la Commission nationale informatique et liberté. Et donc, il ne s'agit pas de refaire le travail que d'autres instances réalisent déjà, mais de s'en saisir pour donner un avis sur les orientations et l'évolution des systèmes d'information. Je crois qu'il vous reste 5 minutes pour cette table ronde. Pardon, pour les dom-toms. Monsieur Houssin. Oui, non, mais concernant les dom-toms, très rapidement, je crois que les agences de financement ANR, ANRS, Reacting ont eu à cœur de pas du tout les exclure, même s'il y a probablement moins d'infrastructures de recherche dans les dom-toms qu'en métropole. Et pour prendre un exemple qui est au cœur de la santé publique, la grande enquête EPICOV qui est lancée par différents organismes, et notamment INSERM, Santé publique France et tous nos partenaires avec l'adresse, qui va décrire la situation à l'échelle de chaque département à partir d'un échantillon de plus de 100 000 personnes avec des prélèvements biologiques. On a une nouvelle vague qui va commencer dans très peu de semaines et ça inclut bien évidemment les dom-toms avec tous les autres départements français. Oui, sur les dom-toms, par rapport au passé, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand progrès dans la mesure où on a beaucoup mieux tenu compte de la volonté des populations de chaque territoire ou de chaque département, notamment dans le domaine du transport aérien. Et ça a conduit à une situation assez différenciée. Et puis il y a eu, notamment pour la Guyane, Mayotte, il y a eu un appui significatif apporté par la métropole. Donc je pense qu'on a réussi à mieux gérer la situation délicate, très délicate, d'une épidémie de ce type dans les dom-toms. J'ai un tout petit peu l'impression, Madame la Présidente, que la question était peut-être aussi plus large, c'est-à-dire santé publique et pays en développement. Est-ce que la France occupe encore une place? Juste dire un mot là-dessus, sur les pays à ressources limitées. Je pense que d'abord, la priorité, c'est qu'ils aient leur propre centre de formation, université de formation, et c'est le cas maintenant, je pense, dans la quasi-totalité de ces pays. Alors, le rôle que nous, on peut jouer, c'est éventuellement de visiter occasionnellement comme expert et participer, comme se font tous les échanges entre pays, à des formations en santé publique localement. Et puis peut-être la formation de quelques-uns de leurs experts s'ils veulent venir sur des universités européennes ou ailleurs. Mais l'essentiel, c'est que la construction se fasse localement et elle est déjà en route, avec toutes les difficultés qu'ils ont en revanche de financement et par rapport au nombre d'étudiants qu'ils doivent accueillir. Enfin voilà, le fait d'être sur des pays à ressources limitées. Le seul point un peu intéressant et qui a changé dans les 20 dernières années, c'est que les problématiques de santé publique ont tendance à devenir de plus en plus les mêmes sur l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression qu'on avait d'un côté des pays à ressources limitées avec des problèmes liés aux maladies infectieuses, et puis dans le nord, pays industrialisés, gestion de système de santé. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle santé globale. C'est que finalement, on a les mêmes problèmes de santé publique partout, avec en plus une interpénétration des problématiques, et que du coup, les thématiques elles-mêmes sont les mêmes. Mais le salut viendra par la formation faite localement par les acteurs locaux. Je crois que la table ronde va se terminer. Juste, alors très très vite, je crois que j'ai parlé tout à l'heure de notre peu présence au niveau de la sphère. Je pense qu'il y a aussi, si on était plus organisé
au niveau de la France, on pèserait aussi beaucoup plus d'une manière plus générale. Et je pense notamment à l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, qui est en demande sur notre soutien dans ce contexte-là. Et je crois qu'on pourrait faire des choses peut-être beaucoup plus fortes à ce niveau-là, en termes de réseau. Et puis je pense qu'une table ronde comme la nôtre ne peut pas évoquer même 30 secondes comment cette situation-là remet en cause ou va remettre en cause le rôle de l'OMS. Et je crois que là-dessus, il y a aussi une discussion à avoir. Quelle est, nous, notre position par rapport à ça? Parce qu'on voit bien que la position des États-Unis a quand même fortement fragilisé l'OMS, mais à l'inverse, on voit que l'OMS fait un travail extrêmement important. Et donc, dans ce contexte-là, je crois que c'est aussi cette question de la place de la France dans tous ces réseaux. Peut-être M. Houssin, pour terminer. Oui, donc je ne vais pas répondre à cette question. M. Houssin aussi voulait répondre. Pardon, peut-être Didier Houssin pour l'OMS. Non, ce qu'a dit Laurent Chambaud est juste. Moi, je crois que l'OMS a bien agi. Fragilisé peut-être pas tellement, hein, parce que malgré tout, il a été assez fortement renforcé financièrement. Et c'est vrai que la non-contribution des États-Unis crée une difficulté, mais elle me paraît surmontable. Le comité d'évaluation va tirer des leçons de cette pandémie et la grande question, ça va être le règlement sanitaire international. Est-ce qu'il faut essayer de l'améliorer en sachant que rouvrir la négociation dans le contexte géopolitique actuel est extrêmement dangereux? Je crois qu'il faut conclure, madame. Alors, une conclusion rapide, et j'espère que les membres de la table ronde la partageront. Et je crois qu'on a fait un plaidoyer pour la santé publique et aussi un plaidoyer pour indiquer à quel point la santé publique, c'est un investissement. C'est un investissement parce que la santé, évidemment, et créer des environnements favorables à la santé, c'est absolument crucial, non seulement pour surmonter la crise qui va encore durer quelques mois, mais aussi pour préserver la santé, parce qu'il y aura aussi un après-crise, bien entendu. La santé publique, c'est un investissement. La santé publique, c'est aussi, et Antoine Flahault l'a montré, c'est un sport de combat qu'il faut mener avec endurance et détermination. Et je crois que l'ensemble des intervenants ont montré à quel point ils y apportent, mais aussi ils souhaitent continuer à y apporter avec les universités. Et je retiens aussi qu'un modèle de structuration à l'échelon territorial, proche des citoyens et évidemment en lien fort avec les universités pour structurer la formation en lien et avec un adossement fort à la recherche, ça sera évidemment crucial. Et l'ensemble des acteurs de santé publique, me semble-t-il, y sont prêts. Et j'ai l'impression que les universités sont très à l'écoute de ces propositions et de faire en sorte qu'on y arrive progressivement, très activement. Merci mesdames, merci messieurs, c'était passionnant. Nous nous retrouvons pour celles et ceux qui voudront nous suivre dès cet après-midi à 14h30 pour la seconde session de ce grand colloque de la Sorbonne. Je vous rappelle que les ministres Olivier Véran et Frédérique Vidal seront avec nous à partir de 15h30. Merci beaucoup.